Les nouveaux modèles de chaussures mis au point par les fabricants ont largement gagné en robustesse et en confort. Et comme la grande majorité des skieurs n'achètent pas son équipement, mais le louent chaque année, la location de matériel est devenue un business très important dans les stations. En compétition, une poignée de marques comme Sport 2000, Twinner, Skimium, Ski République, Intersport ou encore Ski 7. Des enseignes qui, vous allez le voir, ne se font aucun cadeau lorsque commence la saison des sports d'hiver et qu'il s'agit d'attirer un maximum de touristes. Direction la frontière avec l'Italie, en Savoie, dans la petite station de La Rosière. Sur la route du célèbre col du Petit Saint-Bernard, c'est le premier samedi des vacances scolaires. Et la boutique de Marc Pirard ne désemplit pas. Bonjour messieurs dames, bienvenue. Ici, on loue des skis à tour de bras et dans toutes les langues. Just make a check with Colette on the desk. C'est mieux de savoir parler un petit peu anglais. Même s'ils aiment bien avec nous, ils nous aiment bien aussi avec notre franglais. Hein. Do you want to rent a helmet? No, I've got all of that. Yeah, just Okay. boots. Et si Marc a autant de monde, c'est que ses prix sont très attractifs. C'est pour cela par exemple que cette famille, tout juste arrivée de Bretagne, a choisi sa boutique. Ça va les garçons? Bonjour. Sortez. Il faut dire que Marc leur fait un énorme rabais, plus de 45%, parce qu'ils ont fait des pré-réservations sur Internet. Ça vous est revenu à combien du coup? Un peu moins de 400 € pour 5 personnes avec un débutant et des enfants qui ont un petit niveau qui est pas mal déjà. Donc, le coût est super intéressant. 400 € au lieu de 600. Et cette famille n'est pas une exception. Comme elle, la moitié de la clientèle de Marc est attirée par les réductions proposées sur le net. Vous avez combien de réservations là pour aujourd'hui par exemple avec Internet? Sur ce week-end, on avait à peu près 300 réservations. Ouais. C'est beaucoup sur les réservations Oui, globales? c'est un des gros week-ends. Le record, c'était la semaine dernière où on avait, je crois, 480. Et si Marc peut proposer de telles réductions, c'est parce qu'il a fait rentrer son magasin dans le réseau Ski 7 pour bénéficier de tous les avantages d'un grand groupe. Il faut dire que Ski 7, c'est un mastodonte de la location de ski. 350 boutiques en France, 450 en Europe. Un chiffre d'affaires annuel de 350 millions d'euros. Pourtant, à l'origine du groupe, il y a une femme qui au départ n'avait rien d'une redoutable entrepreneuse. En Haute-Savoie, nous voici à Avoria. Une station à 1800 mètres d'altitude, idéalement placée au centre du domaine skiable des Portes du Soleil. Particularité du village, ici les voitures sont interdites. Tout le monde circule à pied ou en calèche. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Cette femme qui se balade dans un traîneau touristique n'est pas une étrangère ici. Bien au contraire. À Avoria, elle connaît pratiquement tout le monde. Vous connaissez tout le monde ici? Oui, parce que ça fait 40 ans, donc les autochtones, on se connaît, puis on est là l'été, donc l'été on a le temps de passer pas mal de temps ensemble. Elle s'appelle Annie Fameuse. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, à une époque, elle était la reine des neiges. En 1968, Annie Fameuse est doublement médaillée aux JO de Grenoble. Cette skieuse de haut niveau fait les belles heures du ski français aux côtés de champions comme Jean-Claude Killy et Marielle Guetchel. Pendant quelques années, elle a connu la gloire des podiums. Et puis sa carrière a pris fin. Alors en 1974, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure avec ce magasin de location de ski. Enfin, moi j'ai le souvenir de m'être retrouvée le matin chez moi et de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que pendant 15 ans de notre vie, on nous a dit tu te lèves à telle heure, tu t'habilles comme ci, tu manges ça, tu te couches à telle heure, tu t'entraînes, tu fais ceci, tu fais cela. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc on se retrouve tout seul, puis on me dit qu'est-ce que je vais faire. Bon, je pourrais faire entraîneur, mais bon, non, c'est un métier d'homme, tu peux pas faire ça. Je pouvais faire, je dis, peut-être avec mon image, non, t'es pas Kili, tu n'y arriveras jamais. Et puis au bout du compte, je me suis retrouvée avec Isabelle à Avoriaz à démarrer un magasin de sport. Avec sa meilleure amie, Isabelle Mire, avec qui elle a partagé bien des podiums, elle cherche à monter un business.
Mais à l'époque, les sportifs de haut niveau gagnaient très mal leur vie. Alors à la fin de leur carrière, les deux anciennes championnes n'ont pas un sou en poche. On était des grandes championnes, on avait des beaux noms, mais personne ne voulait nous prêter d'argent parce qu'on n'avait aucun moyen. Et les banquiers nous disaient à chaque fois, vous savez, à chaque fois qu'on a prêté de l'argent à un sportif, ça a été un échec. Ils ont eu beaucoup de mal. Donc vous êtes formidables, tout ce que vous allez faire c'est formidable, mais... Alors Annie va faire appel à un ami, et pas n'importe qui, le frère de son mari, Gérard Brémond, un entrepreneur qui réussit dans les affaires. C'est lui qui, à l'époque, est en train de construire cette nouvelle station de ski, Avoria. À la même période, il a fondé une société de résidence de vacances qui assurera sa fortune. Pierre et Vacances. Gérard Brémond prête donc à sa belle-sœur l'équivalent de 25 000 €. La somme dont la skieuse avait besoin pour ouvrir son premier magasin de location de ski. À ce moment-là, on ne savait même pas ce qu'était la TVA, le chiffre d'affaires. Bon, on venait du sport de haut niveau, on savait plein de choses, mais on ne savait pas le b.a.-ba de ce qu'il faut savoir pour ouvrir un commerce. Mais bon, on s'y est mis vite. À la fin des années 70, le ski se développe vitesse grand V. C'est l'époque de l'or blanc, et très rapidement, le magasin d'Annie est rentable. Elle se découvre la bosse des affaires, elle ouvre d'autres magasins dans la station. Une boutique de vêtements, 2 bars, 3 restaurants et même une école de ski. Mais ce qui sera l'aventure commerciale de sa vie ne commence que 20 ans après. Dans les années 90, lorsque le marché s'est durci, des concurrents de plus en plus nombreux sont organisés en réseau. Il y a Sport 2000, Technicien du sport, Intersport, de grandes enseignes aux reins solides. Alors pour survivre, Annie décide elle aussi de constituer un réseau. Et elle va s'associer avec une bande de copains. On n'est plus que 2 alors. On n'est plus que 2. Hein? Aujourd'hui, dans un salon professionnel, elle retrouve l'un d'entre eux, Patrick Lepedry. C'est l'un des 7 copains de la bande. À l'époque, leur obsession était de trouver la bonne idée pour se démarquer de la concurrence. Tu t'en souviens? C'était comment être différent. Comment être différent? Qu'est-ce qu'on a vu passer comme réunion là-dessus? Comment être différent? Ils vont alors avoir une idée qui peut aujourd'hui sembler évidente, mais à laquelle, à l'époque, personne n'avait songé. Ils ne veulent plus se contenter d'attendre que le client pousse la porte. Ils veulent aller le chercher au moment où il réserve son séjour. Pour cela, il faut passer des contrats avec les nouveaux acteurs du tourisme en montagne, les hébergeurs. Des enseignes comme Pierre et Vacances, Odalis ou Maeva. Ou des tours opérateurs comme Thomas Cook, Crystal ou TUI. Ces entreprises organisent des vacances au sport d'hiver pour des millions de vacanciers à travers l'Europe. Elles leur réservent les logements. Dorénavant, elles leur réserveront aussi les skis, dans les boutiques d'Annie et de Patrick. Aujourd'hui, on sait bien que c'est impossible de faire autrement. On a nos clients, il faut aller les chercher par Internet, il faut aller les chercher auprès des tours opérateurs, auprès des hébergeurs. Si on n'est pas regroupé, on ne peut pas, on n'a pas la puissance nécessaire, chacun tout seul dans son coin, c'est pas possible. L'ennui, c'est qu'Annie et ses copains ne connaissent rien au milieu des tours opérateurs. Alors pour mettre en place ce nouveau système, il leur faut quelqu'un qui ait ses entrées. Cet homme, c'est l'actuel directeur général du groupe. Il nous reçoit aujourd'hui au siège de la société. Loin des petites stations enneigées, nous sommes à Saint-Cloud, dans la banlieue chic de Paris. Philippe Koranski, l'homme providentiel, a donné vie au réseau en 1994. Bonjour petit Kevin, bonjour Aurélien. Et avant même de démarcher les tours opérateurs, il a dû trouver un nom au groupe d'Annie. Il fallait qu'il sonne bien et qu'il reste en mémoire. J'ai retrouvé des listes de noms. Voilà, on avait des... Ça, c'était des listes de noms de l'époque. Voilà, à partir de ski, ski style, ski west, ski free, ski concept, ski évolution. Il y en avait un qui nous avait fait beaucoup rire parce qu'il avait trouvé le nom Starsky. Enfin bref.
Et de fil en aiguille, on a trouvé d'abord le nom Ski 7 avec le chiffre 7, parce que ils étaient 7 autour de la table. Voilà. Et puis un des présents a dit, mais 7, autant faire comme un set de golf, une série de skis, c'est pareil. Et donc on a décidé de s'appeler Ski 7. Et pour convaincre les tour opérateurs, il est allé les démarcher les uns après les autres. Je prenais mes rendez-vous et j'allais démarcher comme un représentant de commerce de base. Hein. Et donc j'ai sillonné toute la France. Je sais pas, pendant les 2-3 premières années, je faisais 100 000 km par an. Son objectif, c'était qu'à chaque fois qu'un touriste achète un séjour à la montagne à un tour opérateur, celui-ci lui propose systématiquement de louer ses skis chez Ski 7. Et pour que les tours opérateurs y trouvent leur intérêt, il leur a proposé de payer une partie de leur brochure publicitaire. On cherchait la relation d'exclusivité, moyennant finance, c'est-à-dire moi je vous finance partiellement votre brochure, parce qu'on était à l'époque du papier, c'était il y a 20 ans, en contrepartie de quoi vous me donnez l'exclusivité sur la totalité des stations que vous programmez, en France à l'époque. Le succès est immédiat. En moins d'1 an, les magasins des 7 copains fondateurs ne suffisent plus à répondre à la demande des clients. Dès la première année, Ski 7 compte 35 magasins et 70 la deuxième année. Une croissance régulière qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, le groupe revendique sur son site la place de numéro 1 de la location de ski en France et en Europe, avec plus de 800 magasins. Et 300 000 paires de skis louées. Tout l'enjeu désormais pour ce géant, c'est de proposer un matériel qui soit le mieux entretenu possible, sans que cela coûte trop cher à ses clients. Alors pour toutes les boutiques membres du réseau, il y a chaque année un passage obligé et crucial. C'est le renouvellement du matériel. Ce jour-là, à Lyon, c'est le rendez-vous annuel de Ski 7. Tous les membres du réseau français sont réunis, plus de 200 personnes, dont Marc, notre loueur de la Rosière. Et bien sûr, les patrons de la société. L'objet de cette réunion, c'est la présentation du nouveau matériel qui sera loué la saison prochaine. Marc va le découvrir ce matin. Salut Marc, tu trouves ton bonheur? Salut Julien. Ouais. Celui-ci me plaît bien. T'as eu l'occasion d'y monter dessus, Steve? Ouais. Ce matériel dernier cri, Ski 7 va permettre à ses membres de l'acheter jusqu'à 30% moins cher que le marché. Cela grâce à cet homme, Julien Gauthier. C'est le directeur commercial de Ski 7. Au lieu de laisser chaque franchisé acheter son matériel de son côté, il le négocie chaque année directement avec les constructeurs, pour le compte de tous les membres du réseau. Cela représente 75 000 paires de skis par an, de quoi peser dans les discussions avec les fabricants. Nous nous engageons avec un nombre de marques restreintes. Aujourd'hui, nous réalisons 75% de nos achats avec 3 fournisseurs, 3 groupes principaux. Et on concentre surtout sur des produits spécifiques. Donc, voilà, vous voyez par exemple ce qu'il y a autour, ça constitue... L'ensemble de ces références constitue, on va dire, 80% de ce que l'on va retrouver dans l'ensemble des magasins Ski 7 en Europe. Pour les loueurs, comme Marc, c'est un gros avantage. D'autant qu'il a la liberté de choisir le matériel qu'il préfère, parmi tous ceux négociés par Julien. Comme tous les membres du réseau, il aura besoin de renouveler 1/3 de son matériel chaque année. En ce qui me concerne, ça sera environ 300 paires de skis et à peu près autant de paires de chaussures de ski. Donc en euros, je dirais c'est au minimum 100 000 € hors taxe. Ouais. S'il n'appartenait pas au réseau, il lui serait impossible d'obtenir les mêmes tarifs. On arrive même individuellement à négocier des prix, mais je pense qu'il serait quand même très difficile d'obtenir les prix que peuvent obtenir Ski 7 au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais en échange de ce tarif préférentiel, Ski 7 a des exigences. Marc, comme tous les autres membres du réseau, doit appliquer les réductions de tarifs promises aux clients des tours opérateurs. Il doit donc casser ses prix pour tous les clients que lui envoie le groupe. Mais malgré tout, ces prix cassés lui rapportent beaucoup d'argent. Retour à la Rosière, dans le magasin de Marc. Ce matin, il fait un petit point sur sa comptabilité.
La saison est bien engagée. Le réseau Ski 7 lui apporte plus de la moitié de sa clientèle. Mais ce sont des clients qui ont droit à de grosses réductions. Ah bah voilà, un exemple précis. Donc c'est deux enfants de la famille Carpentier qui ont loué donc un pack ski champion pour 7 jours, sachant que le 7e jour est offert. Donc voilà, sur une base tarifaire de 6 jours pour 34 €. Voilà, moi je vais recevoir 34,50 € pour ce pack champion. 34,50 € pour une semaine de location, ça fait moins de 5 € par jour. C'est 3 fois moins que les tarifs que Marc propose en boutique directement. A priori, Marc pourrait se plaindre de cet engagement commercial qui réduit sa marge. Mais d'un autre côté, des familles comme les Carpentiers, il en a des centaines par mois, grâce à la publicité que lui assure le groupe. Moi, cette famille Carpentier, je suis très content quand elle vient au mois de janvier, qu'il y a peu d'activité dans la station et peu d'activité dans les magasins, même si la somme que je vais recevoir, elle est assez faible, des fois un peu trop faible. Des fois on râle, mais malgré tout je suis quand même content que mes skis qui sont de toute façon dans mon parc de ski, eh ben, je puisse les louer à ce prix-là. Tout compte fait, Marc estime qu'il est gagnant à faire partie d'un réseau. En 7 ans, cela lui a même permis d'ouvrir 2 autres magasins. Mais si Ski 7 peut apporter autant de clients à des membres de réseau comme lui, ce n'est pas seulement parce que le groupe promet de bons tarifs. C'est aussi parce que depuis des années, il travaille son image de marque. Il investit des millions d'euros dans sa stratégie de communication et elle est assez offensive. Au siège à Saint-Cloud, nous retrouvons le directeur général Philippe Koiranski et son équipe de communication. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va? Ça va bien vous? Un rendez-vous important pour faire le point sur la dernière campagne. Comme le marché français est presque saturé, il est quasiment impossible de gagner de nouvelles parts de marché. En revanche, Philippe est convaincu qu'il reste une marge de progression en Europe du Nord. Alors depuis 2 ans, il consacre plusieurs centaines de milliers d'euros à des campagnes de pub en Belgique et aux Pays-Bas. Alors moi je vais vous apporter donc les bilans de campagne de vos campagnes télévisées. Donc vous étiez sur toutes les chaînes du groupe RTL, donc RTL 4, 5, 7, 8. Mais sa cible principale, c'est un pays encore un peu plus au nord, la Grande-Bretagne. Un pays stratégique, car les Anglais sont les skieurs étrangers les plus nombreux en France. Depuis 2 ans, le groupe dépense près de 20% de son budget pub en encart dans les quotidiens britanniques. Pour rendre la marque plus identifiable, il a même passé un contrat de sponsoring avec la skieuse la plus populaire du Royaume-Uni. D'accord, ok. Elle s'appelle Chemi Alcott. Outre-Manche, c'est une véritable star. C'est la skieuse britannique la plus titrée et elle est régulièrement invitée sur des plateaux de télévision. Elle a même participé à des émissions très grand public de concours de patinage entre people. Une image à la fois professionnelle et glamour. Philippe en est convaincu, c'est l'ambassadrice idéale pour promouvoir le réseau. Alors c'est sympa parce qu'elle se balade tout le temps avec son gilet, avec tous ses sponsors, et donc on voit bien, elle a Ski 7 sur le buste et aussi sur les bras. C'est très difficile de faire rêver les gens avec une paire de skis. Donc le fait d'agrémenter la présentation de notre métier d'équipementier avec une jolie femme qui est connue et appréciée, c'était une combinaison sympathique. Grâce à son ambassadrice, en seulement 2 ans, la marque a fait bondir son chiffre d'affaires de 20% en Grande-Bretagne. Les journaux restent un support intéressant. Mais la priorité des priorités reste le marché français. Alors chaque hiver, depuis 4 ans, le groupe sponsorise l'un des programmes les plus populaires de France. Au mois de janvier, Quasiment tout. La météo avec Ski 7. Location de ski en ligne partout en montagne. La marque est aussi présente sur le site internet de Météo France, un choix stratégique. La moitié des gens qui réservent sur ski7.com réservent dans la semaine ou les 10 jours qui précèdent le départ. Donc on ne peut pas se louper sur ces périodes-là et on cherche absolument toutes les opportunités pour toucher les clients qui vont se renseigner sur la météo, l'enneigement, juste avant de partir à la montagne. C'est cette période-là qu'on cible en priorité. Campagne dans la presse, spot télévisé, sponsoring. La marque est devenue incontournable pour qui veut skier en Europe.
Elle ambitionne l'année prochaine de conquérir l'Allemagne, le dernier marché qui lui résiste encore, sur lequel elle ne soit pas leader. Au final, entre la location du matériel, celle de l'appartement, les forfaits et les repas, les vacances à la montagne constituent un budget qui peut très vite déraper. Alors pour savoir à combien revenait un séjour tout compris, nous sommes allés retrouver la famille d'Hervé et Sophie. Souvenez-vous, ce sont eux qui avaient choisi de passer leurs vacances dans la petite station de Saint-François-Longchamp. Aujourd'hui, c'est leur dernier jour de ski. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce midi, ce sera sandwich en terrasse, au bord des pistes. Réfléchissez à ce que vous voulez. Une boule de chocolat plus un supplément de chantilly. Mais comme le budget est compté, ce sera finalement plus sobre. 3 jambons beurre et 3 bouteilles d'eau. Bon appétit. Un petit encas qui reste tout de même assez salé. 27,50 hein. Ah ouais, quand même, ouais. Mais c'est du bon jambon, hein. C'est du jambon de pays, je pense. Santé alors, hein. Repas, appartement, remontée mécanique. D'après leurs calculs, ils ont dépensé 2000 € à 3 pour 6 jours. Une somme importante, mais environ 30% inférieure à celle qu'ils auraient dû dépenser dans une grande station des Alpes. Disons que après c'est un choix, c'est un arbitrage. Si on fait une semaine à Courchevel, peut-être qu'on n'ira pas dans le sud l'été dans ces cas-là. Et puis même si c'est relativement coûteux, ça nous permet quand même de pouvoir partir l'été et de faire d'autres vacances quand même. Voilà pourquoi, après avoir passé pendant plusieurs années des vacances au ski dans des stations plus huppées, ils préfèrent depuis 4 ans venir à Saint-François-Longchamp. Bon, les vacances sont finies. On finit sur une belle journée. C'est cool. Ce soir, la petite famille rentre sur Orléans, mais elle a bien l'intention de revenir l'hiver prochain. Voilà pour ce reportage. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Hornet, Dorothée Cochard, Aurore Belser, ainsi que les équipes de 2P2L. Bonsoir et bonne semaine.